J'avais préparé j'avais réfléchi à ce que je pouvais vous dire, parce qu'effectivement, j'ai accepté, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans difficulté et immédiatement l'invitation qui m'a été adressée. Mais c'est après, quand j'ai bien regardé l'intitulé et quand je me suis dit, ouh là 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 là, oh aïe aïe, mais tu es où là-dedans? Comment vas-tu te situer par rapport à ce qui est proposé? Moi qui ne suis pas dans le numérique, moi pour qui le numérique n'est qu'un instrument au fond de travail. Et au fond, j'avais pensé, j'ai préparé des réflexions à partir au fond de ma propre expérience, et j'ai tiré parti de cette occasion pour faire une sorte d'examen de conscience en me disant oui, les reins. D'examen de conscience. La conscience dans la culture juive est localisée dans les reins. Voilà, et comme j'ai toujours mal aux reins, en m'interrogeant justement sur la dimension actionnelle de ma vie et de mon parcours, de ma carrière. C'est vrai qu'avoir commencé par la lecture en portugais et en français d'un livre que j'ai écrit, d'un roman que j'ai écrit, change un peu et me trouble un peu par rapport à ce que j'avais à vous dire. Mais je vais quand même, non pas suivre exactement ce que j'avais à vous dire, mais je vais quand même revenir sur ça. Et au fond, je commence par la fin. Et je commence par vous dire que j'ai toujours été une femme engagée, depuis que je me connais. Impliquée. Et impliquée. Engagée aussi et impliquée. Toujours. J'ai toujours été une femme d'action depuis mon jeune âge, depuis que ma mémoire, ça me permet de remonter dans le temps. Non, pardon. J'ai toujours été une femme engagée. Laissez-moi dire les choses comme ça parce que ça m'intéresse. Hein? Engagée. Mais c'est en écrivant ce livre que je suis devenue une femme impliquée. Et donc j'ai tardé quand même. J'allais dire maintenant un gros mot, je ne le dis pas parce que je suis en train d'être filmée. Oula, hein, partout. Non, je vais être très sage. Hein. T'inquiète pas. Il y a Pierre là, qui me regarde, il me dit aïe, 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 aïe. Non, tu vas voir, je ne dirai pas le gros mot. Et donc j'ai compris en écrivant ce roman. J'avais déjà publié des livres de nouvelles, j'avais même publié un livre qui avait reçu un prix, un petit prix. Bon. Mais c'est en ayant écrit ce roman que j'ai compris ce que cela voulait dire que de s'impliquer autrement. Et je pourrais dire, et ce serait ma conclusion, que ce livre a été mon projet et que l'écriture est devenue mon projet, même si je la pratique peu et mal parce que je suis dévorée, comme souvent nous tous et toutes, par le quotidien et par les fonctions et les tâches à laquelle je dois répondre. Mais en remontant dans le temps, je me suis dit que depuis mon adolescence, disons, je ne vais pas revenir à mon enfance, même si elle est en plein, elle est très présente dans ce livre que j'écris au Maroc, sur le Maroc. Moi qui ai eu une enfance à Coimbra, je suis coimbrinha. Je ne vais pas donc remonter jusqu'à mon enfance, mais si je remonte jusqu'à mon adolescence, je me dis quand même que j'ai toujours vécu un peu dans l'entre-deux. Mes lectures d'adolescente étaient des lectures d'écrivains engagés. Hein. Je dévorais les Camus, les Simone de Beauvoir, Malraux, etc. J'ai même fait une thèse, avant Jules Supervielle, une thèse sur Malraux. Mais mes années studieuses, mes années d'université ont été marquées par le structuralisme, sans âme, par cette espèce d'essence linguistique au mépris de toute extériorité sociale et politique. Donc j'ai vécu quand même entre cette idée d'un sujet absolu qui s'engage et d'un sujet au contraire qui se retire, qui s'efface, qui s'abolit, comme celui qu'on apprend qu'on a appris avec Todorov, avec Barthes, même si après eux-mêmes, Todorov a évolué dans le sens justement de l'humanitaire. Et d'ailleurs, mes deux premiers travaux
universitaires. Le premier, c'est ce qu'on appelait à l'époque la thèse de licenciatura, qui n'existe plus depuis longtemps. C'était le mémoire de maîtrise, parce qu'il y a longtemps. Ben, je l'ai écrite sur un écrivain portugais, Almeida Faria, que vous connaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, obligé. Vous ne pouvez pas quitter la fac sans avoir lu au moins Un Paixão, un roman qu'il écrit à l'âge de 20 ans et qui est franchement quelque chose de remarquable. Moi, j'ai été passionnément amoureuse, et je le suis toujours d'ailleurs, de ce livre. Et j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur ce livre, qui est un livre qui tourne vers le nouveau roman. Et Malraux, à qui j'ai consacré une thèse dont j'étais à Poitiers, une thèse qui va dans le sens justement de cet engagement. Je me permets quand même de remonter, pour que vous compreniez bien les contradictions de ma vie. Bien, je me dévoile. Je remonte un tout petit peu en arrière et j'ai un souvenir de lycéenne à un moment où on pratiquait beaucoup les tests psychotechniques pour savoir si on était bon, si on allait faire telle filière de ceci, de cela. Et je me souviens très bien comme si c'était aujourd'hui parce que ça m'a étonnée moi-même, et puis j'en ai beaucoup parlé à la maison, et aujourd'hui encore je m'interroge sur ma réponse. Il fallait mettre par ordre les professions choisies. Si tu peux choisir, tu vas être quoi en premier, quoi en deuxième, jusqu'au 30e. Alors je ne me souviens pas de la troisième, déjà à partir du troisième je ne sais pas, mais je me souviens très bien de mon premier choix et de mon deuxième choix. Alors, figurez-vous que mon premier choix c'était d'être bergère. Et ensuite berbère. Parfait. Là, je me dis bien. Parce que c'était pas ça, mais je suis devenue berbère. Elle a mis 5 ans au Maroc, c'est la berbère. T'es berbère, toi? Ah oui, je suis berbère. Et en deuxième position, je mets quelque chose d'absolument contradictoire. Je mets journaliste. Or, je ne sais pas comment j'ai fait ça et pourquoi j'ai fait ça. Je ne suis pas devenue bergère, je ne suis pas devenue journaliste, mais je crois qu'il y a justement la même contradiction. La bergère, c'est au fond ce que je retrouve maintenant en écrivant des romans. C'est une espèce d'appel du silence, de la solitude, parce que pour moi, l'écriture est fille du silence. Et le journaliste, la journaliste que je n'ai pas été, j'ai été prof, et donc je me suis engagée. Être prof pour moi, c'était un engagement envers vous, envers les jeunes que j'ai formés pendant 40 ans, vous aider, les aider à grandir, à vous former en quelque sorte, vous aider dans votre cheminement, du point de vue de la culture. Dans ce parcours, je tiens à le dire puisqu'il y a quand même le mot numérique dans l'intitulé, mon expérience au Maroc, puisque j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes, j'ai beaucoup travaillé avec les étudiants des différentes universités, et je me suis aventurée avec les étudiants comme vous, des jeunes comme vous, je me suis aventurée à combiner création littéraire et effectivement technologie informatique, et j'ai créé une revue en ligne pour les jeunes, une revue que nous avons appelée Lignes en ligne, le cahier d'écriture. Et c'est au fond, tout à l'heure tu parlais de ces textes qui disparaissent en une journée, bon là c'était au fond une façon de pérenniser des choses qu'ils écrivaient et qui disparaissaient et qui étaient éphémères. Et donc nous publions, et nous avons gardé la trace de quelques dizaines de revues en ligne que nous avons publiées ensemble. Et en même temps, j'organisais des forums des arts pour les jeunes du Maghreb, que je réunissais une fois par an, entre 30 et 50, des 3 pays, et c'était des moments d'exaltation totale. Je leur proposais à partir de leur expérience, de présenter des choses avec l'outil informatique et de préparer des posters sur des thématiques très différentes.
le patrimoine, le dialogue des cultures. La dernière année, c'était le nombre d'or, très difficile. Mais ils ont fait des réalisations extraordinaires et je l'ai apporté pour que vous voyez, parce qu'après on en a fait des livres, le dialogue, les cultures, le nombre d'or, avec toutes les productions des jeunes qui en étaient évidemment ravis. Et ça, c'est le résultat de quelques, parce qu'on a institué un prix, donc le résultat de quelques revues, des lignes en ligne, du cahier d'écriture de quelques jeunes du Maghreb. Mais, et j'en arrive donc, et je terminerai par là, après on verra bien, parce que je m'aperçois effectivement, et c'est drôle, hein, parce que je m'aperçois, je le savais, j'allais terminer par là, mais j'ai eu une conscience presque physique, là, une conscience physique, je le dis comme ça, en écoutant François lire le texte. Un texte sur une femme qui écrit son corps. C'est une femme qui est amenée à faire une expérience de vie d'exilé, au fond, dans une situation, dans un cadre très hostile, et qui aime dessiner depuis toujours. Et elle a toujours avec elle un cahier qu'elle cache partout, de peur qu'on arrive à le découvrir. Mais à partir d'un certain moment, elle n'avait plus de place, il n'y avait plus de place dans son cahier pour tracer, pour faire quoi que ce soit. Et elle commence à écrire son corps. Et elle apprend une autre forme d'écriture. Et elle est habitée par une autre femme en elle, qui est elle-même. Et l'écriture du corps de cette femme, et vous savez que effectivement le corps écrit de la femme marocaine est quelque chose d'important, pas simplement le tatouage que l'on voit dans la région de la Philalette, mais dans d'autres endroits. Et c'est souvent une forme d'appartenance à un clan, à une tribu, ou alors d'appartenance à un homme. Donc c'est aussi très souvent le symbole d'une domination. Donc cette femme qui, pour se libérer d'une prison physique où elle se trouve dans le désert, enfin une circonstance particulière, trouve sa liberté en s'écrivant, en écrivant partout dans son corps. Et elle dessine son corps. Je me permettrai de vous lire à la fin, si on a le temps, de vous lire justement le moment où elle retrouve ses sœurs, parce que c'est une histoire un peu complexe. Il s'agit d'une famille qui se trouve démembrée, et puis à la fin, c'est Irène, la portugaise, qui va les réunir à nouveau, qui va les mettre ensemble. Et le moment où elle se retrouve, Amina découvre son corps pour que ses sœurs voient qu'elle les avait gardées en elle à travers l'écriture du corps. Et ta lecture m'a effectivement émue, si j'ose dire, parce que c'était exactement ce que tu l'as lu exactement comme avec une espèce de violence, qui est exactement celle que j'ai voulu mettre dans le corps de cette femme exilée et seule, et en un sens malheureuse, mais de cette artiste, de cette créatrice, de cette femme particulière. Et pour terminer, je vous dirais que il s'agit donc de 5 femmes, c'est l'histoire de 5 femmes, plus une portugaise, qui ne parle pas à la première personne, sauf quand elle pense. Hein, je suis bien gardée de faire un récit à la première personne. Il y a un narrateur, il y a un homme quand même dans cette histoire, rassurez-vous. Et c'est l'homme qui raconte l'histoire. Mais dans ces 5 femmes, je me suis énormément projetée. Elles ne sont pas moi, évidemment, ni celle qui écrit son corps, ni celle qui devient une prostituée, ni une autre qui, comme façon comme mode de révolte, se tait, ne parle pas, devient muette. C'est des formes, c'est des réponses à l'agression et à l'agressivité de la vie au Maroc qui peut être très dure, et qui, surtout pour les femmes. Mais je me rends compte que c'est là que je me suis vraiment impliquée, et par la réaction de certaines femmes qui ont lu ce récit,
je me dis que en dénonçant une certaine passivité ou cette situation, disons, de femmes troublantes, dérangeantes dans leur différence par rapport à moi, en un sens, je me suis quand même investie et je suis dans chacune de ces femmes. Elles sont devenues des fragments de moi, des fragments de moi. Et ces sœurs marocaines. Et l'écriture est donc, aujourd'hui, je pense que je peux le dire, mon projet. Ce projet qui, encore une fois, je situe dans l'entre-deux, dans le silence et la solitude, puisque l'écriture est pour moi effectivement fille du silence, mais en même temps dans ce désir d'éveil de la conscience et d'implication sociale que j'ai pratiqué en créant ces femmes. Cette notion passait par la notion de projet. Or, par exemple, quand on travaille avec nos étudiants en création littéraire, la notion de projet, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement faire un début et puis ensuite faire une suite. C'est réfléchir en amont, comment on construit son expérience dans le réel, comment on travaille sur la documentation, comment on travaille sur la structure, de façon à ce que le premier jet du livre soit déjà une application dans la lecture. Et quand on gère sur nos appareils un livre, c'est dans l'ensemble des dossiers, c'est aussi les mails qui vont avec, ce que tu as redit, c'est aussi justement les photos de documentation, c'est les textes qu'on a scannés ou qu'on rapporte, et donc et c'est fascinant de voir comment les logiciels d'écriture, je pense au logiciel américain Scrivener par exemple, qui est très répandu plus dans le monde anglo-saxon que chez nous, mais moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Ulysses, et je passe à Word seulement tout à la fin, gère justement ces liens, tous ces ensembles composites. Cette notion de projet, pour moi, c'est vraiment important, même du point de vue de la genèse de l'écriture, de la mettre en amont. Alors, par rapport à la demande d'Anna Paola, moi, j'avais 2 points, et du coup, je vais être juste essayer d'être très, très bref, comme je sais le faire, vous avez vu ce matin. La première chose qui était pour moi une réaction à sa proposition, c'est-à-dire que, bon, je suis beaucoup plus vieux que ma collègue, mais... Quelques mois. Non, c'est pas vrai, 20 ans. Mais quand j'ai commencé mon premier livre, j'avais 29 ans. J'avais fait des très mauvaises études, ça a été ma chance. Ensuite, j'ai travaillé dans une usine où on me proposait des voyages en URSS ou en Inde. Ça a été une grande chance. J'ai commencé à tenir des cahiers à Moscou, à Bombay, et c'était très étranger pour moi. C'est parce que je n'entendais plus le français, parce que j'avais justement quelques livres avec moi quand même. Et ensuite, j'ai arrêté cette usine en me disant, il faut que sinon tu vas y aller tout droit, il faut que tu fasses des études. Et je m'étais inscrit à Paris 8, où justement j'ai eu Jean-François Lyotard, là tout à l'heure, j'étais très touché que tu en parles. C'était pour moi le prof principal. Il y avait aussi Deleuze, et on travaillait Adorno, Benjamin, etc. Et à la fin de l'année, à Paris 8, tout ce qu'il nous demandait, c'est de rendre un écrit. Et je devais faire ça, et je bloquais complètement. Et ce qui est venu, c'est tout le souvenir dans ces années d'usine, non pas de ce que j'avais vu, non pas justement de témoigner ou des choses qui participaient d'un engagement quelconque, c'était au contraire ce qui me revenait d'image dans les rêves des types à qui il manquait des doigts et on serre les doigts. Ou une fois que j'avais pris l'électricité, à cause d'un gag, je l'avais pris, et c'est la seule fois de ma vie où j'ai été violent avec quelqu'un. Et des choses comme ça que j'ai écrit en quelques nuits. Et c'est devenu mon premier livre. Après, je me suis dit, bon, c'est bien, ça a été 1 an pour obtenir la publication, je ne vais pas entrer dans le détail, mais après, je me disais, bon, c'est bon, tu as fait ton livre, tu reprends le travail, au revoir, quoi. Et puis, en fait, ça a lancé une longue période qui était dans un contexte de stabilité. Ça veut dire qu'une fois tous les 2 ans, alors évidemment, si on le fait sur 20 ans, ça fait beaucoup de livres. Amener, bon, ça a été une suite de titres, qu'est-ce que tu fais après? Et j'étais dans un schéma où, en gros, une dizaine d'années plus tard, des éditeurs, je pense à Fayard ou Alba Michel, puisque je suivais toujours le même éditeur qui a fait plusieurs maisons. Pendant 1 an, il vous donne un salaire, donc 1800 € pendant 1 an,
Et puis l'année d'après, non, mais ça veut dire que si on publiait le livre tous les 2 ans, en gros, au bout de 15 000 livres, l'argent était remboursé et on recommençait le cycle. Et ce cycle aurait pu durer éternellement. Et ce cycle pour moi qui était, ça veut dire qu'on devenait une sorte d'artisan culturel. Artisan culturel avec, pourquoi par exemple la radio et le théâtre? Parce que j'avais un certain nombre d'enfants, nous tous, c'est pas, et que faut travailler, et c'est pas les droits d'auteur. Donc faire de la radio c'était une chance, mais ça apprenait aussi une technique. Aller faire du terrain, aller monter des enregistrements, faire du montage. Je crois que j'ai appris le montage, faire des fictions radiophoniques. Et si on regarde ça, c'est quelque chose qui, dans les années 70, existait déjà. Par exemple, des gens comme Georges Perec ont gagné leur vie grâce aux commandes radio, en particulier de l'Allemagne. Et je pense que dans les années 80, pour ce qui était mon cas, 80-90, c'était encore quelque chose, on ne pouvait pas être écrivain sans ça, mais on pouvait être écrivain avec cet artisanat des choses qui étaient à côté du livre et on ne s'en rendait pas compte. Ça a été la même chose ensuite pour Arte, c'est-à-dire c'est vrai que j'aime beaucoup la vidéo et la chance que j'ai eue, c'est que pendant plusieurs années, faire des films mais on était en équipe, un réalisateur, un cadreur, un ingénieur son, un monteur, puis comme tu disais, celui qui fait, non, on ne faisait pas de synopsis, mais c'est un travail d'équipe, et Arte proposait, c'est une chaîne franco-allemande, une unité qui s'appelle Lecture du réel, je ne sais plus comment ça s'appelle, et elle faisait 45 films par an. Donc moi j'en ai fait un tous les 2 ans, j'en ai fait 5 je crois, mais aujourd'hui il n'y a plus que 4 films. Donc les jeunes auteurs, ils n'ont plus cette possibilité de médiation, d'apprentissage. Alors ce que je veux dire c'est que, je pense qu'il faut être bref, c'est que cette période de stabilité, depuis 10 ans, bon, pour moi j'étais déjà dans autre chose, mais ce système, je pense qu'aucun de nous ne pouvait penser que ça pouvait durer éternellement. Enfin, ça pouvait durer éternellement. C'est-à-dire sortir un livre, attendre les articles, passer à la radio, faire le petit tour de France des librairies, et puis on recommence, et puis on recommence. Mais simplement, par exemple, aujourd'hui, en France, si vous prenez 500 titres, vous avez 80% du chiffre. Vous avez 1200 éditeurs, mais vous avez 4 éditeurs qui font 90% du chiffre d'affaires du livre. Le chiffre d'affaires de l'industrie du livre est stable, mais quand j'ai publié mon premier livre, c'était 4500 exemplaires. Ça veut dire qu'on avait la possibilité, malgré tout, pas de droit d'auteur. Moi, j'avais acheté une édition complète de Flaubert et un réfrigérateur, le premier que j'ai eu de ma vie. J'ai dit, au moins, ça servira à quelque chose, les droits d'auteur. Mais oui, c'est-à-dire, il y avait, je dirais, on pouvait, cette notion de communauté, le nombre de gens qui écrivaient, publiaient, pouvaient en vivre, c'était une courbe qui était comme ça. Et on a vu ça se restreindre, maintenant c'est une loterie, c'est-à-dire un tout petit nombre de titres vont faire des chiffres complètement énormes. Je me rappelle un grand copain à moi qui s'appelle Jean Echnoz, quand il avait eu le Médicis, c'était 35 000 exemplaires. Mais 35 000 exemplaires aujourd'hui, le Médicis c'est 200 000, le Goncourt 800 000. Mais par contre la courbe, elle est comme ça. Ça veut dire que tous les gens, bon moi quand on publiait, quand on vendait 15 000 exemplaires, comme Déhou par exemple que j'ai vu tout à l'heure, là c'était 18 000, après il y avait l'édition de poche, on vous repayait. Bon maintenant je suis content, il est traduit en plein de langues et tout, mais quelque chose, un équilibre se faisait, et cet équilibre maintenant n'existe plus. Et pour moi, c'est ça où on est un peu entre les deux, c'est-à-dire on est contraint à d'autres chemins. Et on le prend négativement, et maintenant je crois que c'est notre chance. Pas si, par exemple, dans les questions que tu développais tout à l'heure, et j'ai vraiment apprécié le jeu d'échecs que tu as déployé, mais il y a des jeunes chercheurs, tu as cité Alexandre Geffen à un moment, ou non, c'est José qui a cité
notre Jeffen national, notre Alex. Et, mais je pense par exemple à Lionel Ruffel, qui a fait un livre qui s'appelle Brouhaha. Ce matin, son nom est passé à Lionel aussi. Ouais. Et dans Brouhaha, il parle de littérature exposée. Il parle aussi de littérature hors du livre. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de s'exposer soi et d'exposer la littérature, mais que dans ce cas-là, ce qui était pour nous des éléments culturels, la radio, le film, deviennent aujourd'hui notre mode d'existence. La poésie en France l'a appris il y a très longtemps, parce que la poésie, on n'en vit pas. Donc ces gens se sont mis à dire leurs poèmes, à circuler, à organiser des événements, et la poésie, c'est en quelque sorte réoralisé. On a ce même fonctionnement aujourd'hui, je pense, pour la prose. Et c'est vraiment important, c'est-à-dire, oui, lire, quel plaisir, mais c'est aussi un travail qu'on fait avec les étudiants. Et ça, voilà, ça pour moi, donc ça c'était le premier point, et je vais... Je ne vais pas déborder, mais cette question que dans cette pluralité de supports, à la limite, tu disais tout à l'heure, l'édition est numérisée depuis plusieurs décennies, en gros depuis 20 ans, depuis 1994. Mais il y a un échelon, je pense que ce qui est bizarre avec le numérique, c'est que maintenant, c'est des outils qui finalement se rendent invisibles et nous redonnent la possibilité de faire l'instance de publication, non pas depuis l'objet, mais depuis le travail ou son oralisation. Et ça, ce déplacement d'un concept de publication, là encore c'est plus Lionel Ruffel là, qui travaille là-dessus, qui parle justement de s'appuyer sur la matérialité de la littérature. Ça m'a fait très drôle de voir hier à Coimbra que vous aviez le même mot matérialité qui arrivait. On n'est plus sur cette question de multiplicité des supports, on est même dans quelque chose où le livre n'est qu'une déclinaison parmi d'autres. Par exemple les musiciens, ils font de la scène. On peut les écouter sur Spotify ou Deezer, etc. Mais ça ne leur rapporte pas d'argent. Par contre, après le concert, ils vont vendre des disques vinyles qui sont des présences symboliques. Quelque part, le livre imprimé, c'est une sorte de déclinaison de notre processus. Alors ça, pour moi, c'est un petit peu le contexte d'aujourd'hui, et où on n'est pas, c'est pas le numérique maintenant qui change, c'est le fait même qu'on puisse publier grâce à l'outil numérique, installer la publication dans un espace où la voix, où l'image, où l'événement devient partageable. Comme là, tout de suite, à la limite, il suffirait que je le mette en lien avec l'ordinateur et on serait sur YouTube en direct. Et le deuxième élément, là, par contre, pour finir, c'est à quel endroit, par exemple, c'est vrai que tout à l'heure, il y a tout un nombre de gens pour qui la littérature, dans l'université, on parle des auteurs sur le piédestal des statues. Ça veut dire qu'en France, je ne sais pas du tout où c'est pour vous, il y a encore, pour ceux de mon âge, quand on voulait commencer la musique, on vous faisait faire, à l'âge de 6 ans, 2 ans de solfège. Ensuite, vous faisiez de la flûte à bec. Puis après, on vous disait à 10 ans, maintenant tu choisis ton instrument. Bon, plus personne, évidemment, n'apprend la musique comme ça. Mais pour la littérature, on fait encore comme ça. C'est-à-dire, on dit, ah oui, écrivain, le mot écrivain, pour moi, ça m'énerve, quoi. C'est-à-dire, Lautréamont, la poésie est faite par tous et non par un. C'est-à-dire que si on veut comprendre ce qui nous entoure, travailler sur il faut écrire ensemble. Moi j'ai travaillé avec des SDF à Nancy, c'est une expérience qui a été fabuleuse quand ils parlent de l'odeur et la rémanence de l'odeur. Et c'est une expérience, bon, moi elle est en ligne sur mon site, ça s'appelle La douceur dans l'abîme, parce qu'on cherchait un texte et il y avait cette expression dans Saint John Perse, la douceur de l'abîme. Et on dit ça à un qui s'appelle Alexandre, et Alexandre dit non. Non, nous on voulait, dans Saint John Perse c'est homme de l'abîme. Et on dit à Alexandre, et si on appelait le livre « Homme de l'abîme » Et lui dit « Non, la douceur dans l'abîme ». Et si vous le trouverez facilement sur mon site, ces machins-là. Mais qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'une rue dans une ville, je sais l'interpréter. Quand on m'envoie à Coimbra, j'avais toujours les messages de José, ça va, t'es pas perdu, ça va, t'es pas perdu. Non, ça va, j'ai pris le métro, je suis arrivé à Campagna, j'ai pas eu de problème, j'ai pas changé quand elle voulait me faire changer et tout.
mais en même temps quelqu'un qui est assis par terre dans la rue et qui quémande. Comment il voit la même chose? Et je pense c'est-à-dire qu'on ne peut pas maintenant intervenir ou comprendre la réalité, on ne peut pas déployer de l'écriture, comme Balzac le faisait, Proust, ça commence à changer, sans déplacer le réel. Ça, on l'apprend aussi des scientifiques. Si tu veux comprendre un photon ou un machin, puis je ne vais pas rentrer aller chercher des exemples, mais si on veut comprendre, on crée on modifie la réalité, on tape dedans, on fait une explosion. Regardez les Japonais là, qui ont fait une sonde ils envoient une sonde sur un astéroïde. La sonde fait 50 voyages, elle arrive à quelques 20 cm de l'astéroïde. C'est complètement incroyable. Et là, par contre, si elle touche l'astéroïde, elle se fracasse. Donc qu'est-ce que font les Japonais? On tire un coup, une balle, dans l'astéroïde, c'est violent, mais du coup la poussière, on peut la collecter. Donc on change la réalité, on pète la réalité pour avoir une expression qui nous renseigne. Je pense qu'en littérature, on est aussi ça, et ça, pour moi, c'est là ce qu'on appelle création littéraire. C'est-à-dire, à quel moment, si on veut de l'écriture neuve, alors maintenant en France, ça commence, c'est bon, ça fait 20 ans, on s'est un peu usé à tout ça, mais ça commence à rentrer dans l'idée. Mais avec l'éducation nationale, l'institution, ça résiste. Mais cette question-là du creative writing, appelez ça comme vous voulez, les enjeux de ça, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que pour comprendre l'écriture, on a besoin de pratiquer l'écriture. Et cette question de la pratique, elle n'est pas encore gagnée partout. C'est-à-dire qu'on a des... si je regarde par exemple William Faulkner à l'université, il connaît tout, Shakespeare, Dickens, Tolstoï et Dostoïevski. Si vous prenez Raymond Carver, ou... je ne sais pas, trop fatigué, mais je pense que ce qui caractérise la littérature d'Amérique du Nord récente, et y compris dire une partie de la littérature québécoise, c'est qu'on saute dans le contemporain sans faire la médiation par l'héritage. Nous, en Europe, on écrit de l'intérieur des livres. SOA, par exemple, c'est quelle leçon, tout le temps. Mais on écrit c'est le géant qui monte ça. Alors, on a des exemples autres. Par exemple, pour l'Afrique, je ne suis pas du tout convaincu que la médiation du livre soit nécessaire. Alors, je ne dis pas qu'on arrête, les plans lecture et tout ça. Heureusement qu'on est là, qu'on milite. Mais quand je suis avec mes étudiants, je sais que je vais gagner si, quand on aura fini les 3 ans avec eux, peut-être qu'ils trouveront des livres, peut-être qu'ils se mettront à lire. Mais je ne peux pas, je ne suis plus en possibilité d'utiliser la médiation des livres. C'est le fait accompli qu'ils écrivent et qu'on sait analyser ce texte, qu'on sait déployer les enjeux au présent de ce texte qui font que la médiation vers la lecture va commencer. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas Shakespeare, s'il n'y a pas la Bible, s'il n'y a pas Michaud, Vallée de Supervielle et tout ça, et donc on est dans ces paradoxes. Mais je pense quelque part que même cette médiation-là, il faut faire... Est-ce qu'on a le choix? Je pense aussi que, je parle de mon expérience qui est aussi un peu celle d'Anna Paul ou de certains collègues. Je pense que être comme nous le sommes, trop dans la littérature, trop près de la littérature, la voir au quotidien déconstruit, au fond, dans nos cours, pour l'enseigner, pour la faire apprendre, nous empêche d'écrire. Nous conditionne horriblement dans l'acte d'écrire. Moi, j'ai enseigné pendant 25 ans, mettons, comme ça, 25 ans, en ayant effectivement très envie de me mettre à écrire, en ayant fait quelques essais, mais des essais, comme ça, sans avenir. Et ce n'est qu'à partir du moment où je me suis éloignée de la littérature, où j'ai quitté l'enseignement, parce que ça fait 15 ans que je n'ai plus pratiqué l'enseignement, et ce n'est qu'à partir du moment où je me suis éloignée, où je suis devenue lectrice, mais lecteur comme n'importe quel autre, lecteur commun, et que je me suis débarrassée, en un sens, des mécanismes, des procédés, de tout ce que j'ai appris toute la vie durant, et que j'enseignais à mes étudiants. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que je me suis sentie libre, en un sens,
et en droit d'utiliser le langage comme d'autres l'avaient fait, et sans complexe, disons, ou avec beaucoup moins de complexe que quand je pratiquais la littérature en prof. J'avais un rapport différent quand même à la littérature, et je me sentais responsable autrement. Et c'est pas pour s'opposer du tout, c'est que dans ce lien lire, écrire, il faut déplacer la gravité vers écrire, et on ne le fait pas encore peut-être suffisamment. Je pense que la littérature part pas des discours, elle part pas de... J'ai pensé à la phrase de Proust. Chaque jour, j'accorde moins de prix à l'intelligence. On a des gens qui sont dans des points arbitraires de pratique. Aux États-Unis, par exemple, je pense à des auteurs comme Rick Bass, des gens comme ça, qui sont dans ce qu'on appelle la nature writing, c'est-à-dire, ben ouais, ils font de la pêche, ils coupent du bois, et nous, waouh, ben selon ce que Thoreau, par exemple, a initié, et c'est fabuleux, mais c'est parce que chacun arbitrairement est dans cette position que là, il y a, chez POL, par exemple, l'an dernier, il y a un gars qui s'appelle Paul Tabouret. Tabouret, c'est des trucs où on s'assoit dessus, c'était pas un nom très glorieux. Et moi, je l'ai vu justement parce que chez POL, chaque fois que quelqu'un fait son livre, Jean-Paul Hirsch, donc le directeur commercial, les met dans son bureau avec son petit appareil et les fait parler pendant « Qu'est-ce que vous avez voulu faire ?» Et Tabouret raconte, et en fait, ce gars qui bégaye un peu tout ça, il dit que lui, son boulot, c'était il aime la poésie, mais que pour gagner sa vie, c'était convoyer des chevaux de France à la Martinique et à la Guadeloupe. Parce qu'apparemment, là-bas, ils achètent des chevaux. Et donc, dans les gros porte-containers, avec des montagnes de porte-containers, il y a une toute petite cour, qui est une cour de ferme, avec du foin, du fumier, des veaux, des chevaux, etc. Et donc, il raconte une traversée dans ces porte-containers géants, et tout d'un coup, les marins, c'est là qu'ils viennent voir comment les chevaux, etc. Et ce livre est une merveille. Alors, je ne pars pas du discours sur l'écologie. Je dis que tout d'un coup, un gars qui vient faire une prose de 160 pages sur convoyer des chevaux sur un porte-container, tout d'un coup me met face à des tas de responsabilités, de pensée sur la géographie, l'espace, les cartes. Donc, pour moi, là, c'est l'ordre de la question qu'il faut réinverser. Moi, je suis assez d'accord. En un sens, quelque part, il faut tout oublier pour se mettre à écrire. On n'écrit pas avec des mots déjà, des mots ou des discours, mais on écrit effectivement autrement. On écrit parce qu'on a oublié un certain nombre de choses et qu'elles nous reviennent différemment. On est habité par des mots qui nous reviennent différemment qu'à travers des discours déjà tout faits. On est habité par des images, on est habité par des tableaux, par quelques œuvres d'art, par exemple, et on écrit avec tout ça. Enfin, on écrit avec les choses qu'on a vues, les mots qu'on a dit, qu'on a entendus, et tout ça, ça fait un brassage qui peut être culturel, qui peut être littéraire, qui peut être de l'ordre du virtuel, du verbal, mais aussi du vécu, mais aussi de la sensibilité, de l'appréhender autrement. Enfin, c'est ce mélange de choses mais évidemment, on écrit avec... De toute façon, celui qui écrit avec sa culture. Culture dans un sens... Avec ses mots d'abord, mais aussi tout ce qu'il sait, tout ce qu'il connaît, tout ce qui l'a motivé et le détermine. Oui, je voudrais quand même attirer l'attention, en tout cas la mienne, sur ce paradoxe je pense au numérique et au travail d'écriture. D'un côté, un retour, une recherche, retour à l'immédiat du corps, à une certaine spontanéité, au contact avec les choses, avec concret. Et d'autre part, une médiation technologique extraordinairement sophistiquée. Est-ce qu'il y a une image qui a été non technique ? Le pigment sur la main des premiers hommes sur la paroi de grotte est un geste technique. Monsieur Flaubert, qui part à Beyrouth, faire son tour de Méditerranée, il taille 120 plumes d'oie, parce qu'il dit je déteste les gens qui ont des plumes d'acier. Mais la plume d'oie est une technologie. Il y a une grosse différence.
la question que tu poses, c'est oui, la notion de l'immédiat, qu'est-ce qu'elle est toujours importante? Je pense Le peintre de la vie moderne, de Baudelaire. C'est un auteur que vous avez lu peut-être. Ce qui est génial, c'est que Baudelaire, sur la photographie, se trompe complètement. C'est-à-dire, il dit, qu'est-ce que c'est que croire qu'un dispositif optique et chimique peut remplacer l'apprentissage du peintre et l'histoire que chaque apprentissage individuel transporte de collectif ou de civilisation. Et donc il rentre dans c'est un texte contre la photographie qui est absolument schématique, sommaire, qui est incroyable de penser que Baudelaire ait pu écrire ça. C'est plus compliqué après les rapports de Zola, de Rimbaud et autres, mais on n'a pas le temps. Mais il écrit Le peintre de la vie moderne. C'est un gars qui s'appelle, nous on l'appelle Constantin Guy, les Anglais l'appellent Constantin Guys parce qu'il était franco-anglais, et Guy ou Guys refuse que Baudelaire parle de lui parce qu'il dit je ne suis pas un artiste, et donc Baudelaire l'appelle Monsieur G. Or, Monsieur G, quand il est à Londres, il fait des croquis d'après la foule, et quand il est sur la guerre de Crimée, il fait des reportages où chaque soir, il fait des dessins très rapides de ce qu'il voit, les blessés, les bivouacs, les coups de feu, et puis Londres a mis une chaîne de commandement qui va en une douzaine de jours de Londres à la Crimée. Et donc les dessins arrivent à Londres en 12 jours, et Baudelaire dit, ce qui est terrifiant, c'est qu'on a maintenant, on peut accéder de façon simultanée à la représentation réelle de ce qui se passe. Le simultané, c'est 12 jours. Évidemment, pour nous, et ce mot immédiat, il est extrêmement lourd, et tu as complètement raison. On a l'âge tous les deux de se dire, quand on a vu l'attentat de Gaulle, quand on a vu l'assassinat de Kennedy en 1963, quand on a vu le premier homme sur la Lune en 68, et puis penser récemment le 11 septembre, et puis donc cet immédiat se réduit. Mais pour Baudelaire, 12 jours, c'est simultané. Et la question de Baudelaire est dit, mais si le rapport à la réalité, le contenu cognitif, c'est pas ces mots là par contre, de ce que j'ai par les dessins de Constantin Guy, Monsieur G, qui sont reproduits dans la presse, alors il n'y a plus besoin de raconter l'histoire. Et il dit la littérature est morte, ce qui est heureusement pas le cas. Mais donc on est pour moi typiquement là dans un point ultra sensible, mais où même la notion d'immédiat, même la notion d'outil doit être historicisée et médiatisée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'immédiat là? C'est que tout à l'heure, quand on passait dans le couloir, on voyait les étudiants qui écoutaient le prof comme ça. Donc je suis complètement d'accord, c'est la question essentielle. Oui, mais à chaque fois, c'est la question que tu dis. À chaque fois, on est de façon de plus en plus collective, en rhizome, dirait Deleuze. Et je crois que maintenant, ça, c'est entré dans les mœurs. Moi, c'est vrai que j'aime aussi le creative writing, parce que, par exemple, il y a 5 ans, j'ai fait une expérience avec la fac d'Orsay. Orsay-Saclay, nous, c'est près de Paris, c'est là où on a mis l'école polytechnique, le commissariat à l'énergie atomique et tout ça, et c'était faire des entretiens. Par exemple, un vulcanologue, Jean-Jacques Bardintsef, quand on arrive dans son bureau, on trouve un tout petit bureau minuscule parce que son rêve c'était de faire cosmonaute. Et donc il avait toujours vécu à la fac, même devenant grand mandarin. Mais tout d'un coup, dans ce truc, on avait des ordinateurs où on voyait les oscillations de tous les volcans du monde entier. Puis à côté, on se trouve, on interviewe une fille après, parce que j'en faisais un par semaine, qui revenait de faire un camp pendant 2 mois sur la banquise du Groenland. Et puis quand on ouvre le frigo où ils ont leurs échantillons de glace, en fait c'est comme des échantillons d'urine dans un laboratoire, quoi, en gros. Et donc oui, on a la responsabilité de mettre en œuvre ces expériences. Par exemple, en France, on a le Centre national spatial, le CNES, c'est eux qui font les fusées Ariane, etc. Eh bien, vous savez qu'ils font des expériences dans des avions en vol parabolique. On lance un avion et l'avion part en vol plané, et donc on est en apesanteur pendant environ 6 ou 7 minutes. Eh bien, ça, c'est des expériences qui servent à fabriquer pour le truc spatial, mais ça fait 5 ans que dans cet avion, il y a toujours 10 places réservées pour les artistes. Donc oui, tu as complètement raison. Mais par contre, après,
après, si moi je dis, est-ce que je fais un truc écolo? Bon, c'est pas mon truc. Par contre, si je cherche, par exemple, tiens, en ce moment, il y a un couple de jeunes, enfin, ils ont 40 balais, même, je sais pas, je m'en fiche, Martin Page et Colline Pierret. Ils sont différents tous les deux. Martin est un militant antispéciste, enfin, donc on mange pas d'animal, on élève notre enfant, etc. Sur Facebook, c'est passionnant, fascinant, rigoureux, mais donc, et ils travaillent à deux, ils travaillent tous, toujours très souvent en collaboration. Je pense que autour de Martin Page se développe cette question-là, et moi, là, je suis lecteur de leur expérience. C'est-à-dire que dans le collectif des expériences qui se développent, des expériences liées, par exemple, en ce moment, tiens, à Cergy, il y a une fille qui s'appelle Virginie Gauthier, elle a fait une thèse de création littéraire, et son chemin, c'est quand il y avait la ZAD Notre-Dame-des-Landes, c'est cette expérience-là qui a été de communauté qui se dresse comme ça. Elle est partie à pied de son domicile en Bretagne, et elle a marché à pied pendant 14 jours pour rejoindre la ZAD. Et donc sa thèse, ce sera, donc il y a un truc réflexif sur son idée, c'est comment les récits de trajet commencent à s'imposer contre les récits de voyage. Bon, ça, c'est un exemple comme ça, mais je pense que c'est ça la démarche web, c'est-à-dire il n'y a pas de facteur dominant, il n'y a pas de choses comme ça. Et Crâne, de ce point de vue-là, était vraiment intéressant. C'est des écosystèmes. Et il n'y a plus de grands écrivains. On est dans le deuil, enfin c'est même pas un deuil, on s'en fout de ça. Mais dans l'écosystème de ces productions contemporaines, eh bien, on va trouver, par exemple, sur cette interroger la marche, parce que venir à la ZAD peut avoir du sens. Et où sera, par exemple, le dernier livre de Virginie, c'était un truc qui s'appelait Se promener dans Paris avec le plan de Londres. C'est-à-dire, elle prend un plan de Londres et elle fait des marches de Paris en suivant tous les trucs. Et là, c'est génial aussi, quoi. Mais par contre, bon, après, Christeva, Foucault, puis Welbeck, puis tout ça. Bon, amusez-vous tant que vous voulez, mais nous, rien à foutre, quoi. Moi, je dirais aussi, pour répondre à la question posée par Christine, que nous tous, chercheurs ou professeurs, pratiquons la démarche interdisciplinaire, de plus en plus, évidemment, et on voit bien combien les projets interdisciplinaires sont favorisés par rapport à d'autres, par les agences de financement, par exemple. Et je peux vous donner justement un exemple un peu amusant. Je ne sais pas le résultat, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que je viens de présenter à la FCT un projet avec la Tunisie, de ces actions bilatérales Portugal-Tunisie. Et c'est un projet, bon, j'ai finalement adhéré. Au début, je rigolais, je me disais, c'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais faire dedans? Ça s'appelle Modélisation des dynamiques sociales. Il est proposé par un mathématicien tunisien. Et l'idée, c'est de faire des modélisations des dynamiques sociales, c'est-à-dire d'appliquer les principes de la thermodynamique aux événements, aux dynamiques sociales, aux révolutions, etc. Enfin, à tout ce qui est transformation, mutation, événements de nature sociale, d'ordre social. Comme on le sait, très important en Tunisie actuellement et depuis quelques années. Et le Portugal peut être non pas un exemple, mais on peut mettre en parallèle la réalité portugaise depuis notre révolution avec ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie. D'ailleurs, nos pays se ressemblent quand même beaucoup en taille et autres. Et nous avons créé, le projet débute là, et donc je ne sais pas ce que ça va donner. Et nous avons créé une équipe qui est absolument farfelue, je dirais, parce que c'est effectivement des mathématiciens, des psychanalystes, des sociologues, des littéraires, des gens de droit. Et l'idée, c'est apporter quelques réponses. Les mathématiciens feront la modélisation à la fin, mais c'est aussi fabriquer du littéraire. C'est aussi essayer de fabriquer du littéraire à partir des échanges, parce que c'est des petits projets, des échanges. Dans 2 ans, je viendrai vous dire ce que ça a donné et si on a réussi à faire quelque chose d'intéressant.
Bon, il faudrait regarder et rechercher, etc. Mais moi, De c'est ce des... dont vous vous souvenez. Bah, on travaille beaucoup, par exemple, ce qu'on appelle webdoc, c'est-à-dire est-ce qu'on a une timeline. Alors la timeline, ça peut être un récit, ça peut être un film comme ça, et puis à tel endroit, ou alors par exemple quand on est en casque de réalité virtuelle, c'est encore mieux, parce que dès qu'on est dans ces expériences, là par exemple, moi c'est plus la réalité virtuelle qui compte avec ce truc-là, parce que quand on immobilise le casque, c'est des choses qui viennent du gaming au départ, mais on immobilise le casque sur un point, les capteurs pigent que le point est fixe, et là, hop, on va entrer dans le témoignage, un truc comme ça. Donc là, on peut avoir le corps qui, tout simplement, provoque ces changements, sans même avoir, enfin, juste le regard en se déplaçant dans un univers. Il y a eu enfin bon, mais franchement, il y a des dizaines d'expériences de cet endroit. C'est pour ça que je vois pas la question, là, y compris en médecine, il y en a, quoi. Après, c'est la question, qu'est-ce qu'on utilise entre l'audio, la vidéo, le récit, mais enfin, il y a des... Ouais, non, c'est des trucs qui m'énervent, c'est que nous, on a une structure qui s'appelle France Télévisions Nouvelles Écritures. Et là, précisément, on a des financements pour faire ce genre d'expérience. Et nous, sur le site d'Arte, par exemple, donc si vous cherchez Arte Web et tout ça, mais c'est pas la peine de prendre le truc. Pourquoi? Parce que dans les lois de copyright, moi, j'ai fait un truc avec la série de Fos-sur-Mer, qu'on a travaillé comme ça, justement, avec Leslie Kaplan et d'autres en interview, des portraits d'ouvriers. Et puis, bon, donc ces choses existent. Il y en a plusieurs dizaines et c'est passionnant. Simplement, les lois européennes font que même en Belgique, si vous... Donc moi, ça s'appelle champ-acier, champ-acier.fr, et le site s'appelle France Télé Nouvelles Écritures. Donc c'est la télévision, parce que c'est cher à financer, et là, il y a cette question technique, toujours, c'est-à-dire, comment on va requérir des outils qui naissent pour revenir à cette question, c'est-à-dire, comment les transformer en dispositifs créatifs. Par exemple, le son binaural. Vous savez, nos systèmes d'oreilles sont ultra perfectionnés, et donc un son qui vient là ou qui vient là, on le reconnaît. Par contre, on ne travaille pas les hauteurs. C'est un son qui est ici et un son qui est là. Donc on enregistre avec des micros qui sont gros comme une tête et qui sont parsemés de petits micros comme ça. Et donc, quand on enregistre avec la tête binaurale, on recrée un son. Il suffit de 5 pistes en gros, mais on comprime. Et donc, on a des choses où vous entendez un son qui est là, vous vous retournez par réflexe. C'est vraiment une illusion. Et à ce moment-là, il suffit qu'on se retourne parce qu'il y a la voix, et hop, on fait passer une nouvelle vidéo. Si on est intéressé, si on ne se retourne pas, on va choisir. Il y a eu à la BNF, enfin bon, il y a des tas de choses. Mais dans les conditions européennes, pourquoi des choses qui sont financées, nous, par la télévision française, champ-acier.fr, si vous êtes géolocalisé en Suisse, si vous êtes géolocalisé, sans parler d'ici, mais même en Belgique, on ne peut pas l'ouvrir. Mes copains, mais c'est à hurler de pitié, quoi. C'est-à-dire, là, la question, c'est de dire, quand est-ce que ces choses-là, on agit aussi pour ces histoires de copyright et tout. Mais en tout cas, si l'échelle de réponse, pour moi, elle est là. C'est-à-dire utiliser du binaural, moi tout seul, je ne sais pas le faire. Et donc, comment on développe des budgets, comment on finance ces choses-là, à qui ça revient de les financer, et là, on retombe sur les vieilles choses.